Il y a une vérité inconfortable que peu de gens veulent accepter. Lorsque tu te retires vraiment, quand il n'y a plus de mots, ni d'explications, ni même de ressentiment, l'autre le ressent comme une fracture irréversible. Il ne s'agit pas de distance physique ni de bloquer des messages, mais d'une fermeture interne, presque chirurgicale, où l'autre personne n'a plus accès à ce qui a un jour exercé son pouvoir sur toi. Ce moment où tu ne valides plus, ne justifies plus, ne te bats plus ni ne réclames, est le point où tu cesses de porter un poids qui n'était pas le tien. Le stoïcisme le souligne clairement. Ce qui dépend de toi, c'est ta réaction, pas le comportement des autres. Et quand tu choisis le silence, non pas comme une punition mais comme une protection, la dynamique s'effondre car il n'y a plus de combustible pour le jeu émotionnel. Beaucoup de gens craignent d'être froids ou détachés, mais la réalité est que cette coupure radicale est le seul langage qui interrompt des décennies de manipulation et d'épuisement. L'absence définitive n'est pas une vengeance, c'est un acte de soin de soi. Celui qui veut vraiment retrouver sa dignité et sa paix apprend à cesser de négocier avec celui qui ne sait que cumuler des dettes émotionnelles. Personne n'est obligé de rester prévisible, ni de faciliter le retour de celui qui cherche seulement à vérifier s'il peut encore tirer tes ficelles. La seule chose que tu dois te dire est ceci: le silence ne se malinterprète jamais, il ne se ressent que. La cohérence interne, bien qu'elle fasse mal au début, est le filtre définitif qui sépare le respect de soi de la dépendance. C'est ici que commence le processus de retrouver ton centre. 1. Retire ta présence, récupère ton pouvoir. La vérité est simple et brutale. Tant que tu es présent, tu continues à perdre. Ne te trompe pas. La fantaisie que ton absence fera réfléchir l'autre si tu laisses une porte entrebâillée n'est qu'un tranquillisant mental, une excuse pour ne pas affronter la peur de lâcher prise. Si tu maintiens ton énergie autour de cette relation, même si tu t'éloignes physiquement ou te tais pendant quelques jours, tu continues à participer au même jeu. C'est comme prétendre cesser de porter un sac à dos lourd juste parce que tu le lâches une minute, mais tu ne l'abandonnes jamais complètement. Il ne te surprendra donc pas que l'autre personne continue à calculer, à attendre ta réaction et à mesurer chaque silence de ta part comme s'il faisait partie d'une négociation. La seule façon de récupérer ton pouvoir est de couper l'accès à ton monde intérieur, sans explication, sans drame, sans message ambigu qui tente de provoquer des réponses. Celui qui cherche à justifier son retrait, en réalité, cherche à être poursuivi. À quoi bon maintenir cette dette émotionnelle? Si tu cherches encore à ce que l'autre comprenne, te reconnaisse ou se repente, tu es toujours lié, et ils ont la clé. Le véritable silence n'est pas l'absence de mots, c'est l'absence de disponibilité émotionnelle. Ce n'est pas une distance physique, c'est cesser d'organiser tes pensées et tes journées autour de ce que ce lien attend de toi. C'est ici que la plupart échouent. Ils confondent le distancement avec une arme, alors qu'en réalité, la seule force réelle réside dans le détachement total, dans l'indifférence établie depuis une clarté intérieure qui n'admet pas de retour en arrière. C'est inconfortable, car ton identité s'est probablement construite autour d'être ce pilier émotionnel, celui qui soutient, celui qui résout, celui qui ne disparaît jamais complètement. Mais cette image finit par être un masque qui n'accumule que de la frustration et te maintient dans une position de désavantage. Tu perds de l'énergie chaque fois que tu vérifies s'il y a des messages, chaque fois que tu hésites à répondre ou non. Chaque fois que tu analyses si ton silence est trop dur, chaque fois que ta paix dépend de la réaction de l'autre, tu as remis ton pouvoir. Il ne s'agit pas de faire l'indifférent, mais d'être indifférent. Le contrôle ne se récupère pas en quémandant des explications, ni en élaborant des silences stratégiques. Il se récupère quand tu cesses d'attendre, quand il n'y a plus aucune trace d'espoir de retour, quand tu acceptes que la relation telle que tu la connaissais est terminée pour toujours. Le retrait qui transforme n'est pas celui qui cherche à punir, mais celui qui ferme l'accès à ton énergie, celui qui cesse d'alimenter le cycle de dépendance et de manipulation.
Si tu décides de te retirer, fais-le avec la conviction que tu n'as pas besoin d'être compris, ni pardonné, ni même regretté. Fais-le parce que ta dignité, ta sérénité et ton avenir pèsent plus que toute validation externe. Il y a ceux qui affirment vouloir la paix, mais qui restent attachés à l'attente d'une réaction, d'une excuse, d'une reconnaissance. Ce n'est pas la paix, c'est de la peur, déguisée en espoir. Si tu te justifies encore, tu attends toujours. Si tu vérifies encore ton téléphone en pensant à cette personne, tu cèdes toujours du terrain. La véritable liberté est interne et définitive. Le pouvoir revient lorsque l'accès se termine. Il n'y a pas de contrôle sans absence réelle. Ce ne sont pas de belles phrases, ce sont des vérités. Lorsque tu retires ta présence et élimines la prévisibilité, le jeu se termine, car l'autre personne n'a plus de moyen d'entrer dans ton monde. Il n'y a pas de retour en arrière, ni de rechute possible lorsque la clarté intérieure a fait le travail. Le silence soutenu et l'absence ferme ne sont pas des punitions, ce sont une déclaration d'autonomie. La paix arrive lorsque tu cesses de négocier avec toi-même et fais ce que tu sais que tu dois faire. Ici, il n'y a pas de magie, juste la décision de ne plus payer avec ton énergie pour une relation qui n'a jamais été équitable. Vas-tu continuer à donner ta dignité pour que l'autre ne soit pas gêné? Soit tu choisis de te retirer vraiment et de récupérer ta vie, soit tu continues à faire partie d'un système qui ne fonctionne que parce que tu l'alimentes. 2. Le silence intérieur désarme toute manipulation. Tu te réveilles et presque sans y penser, tu vérifies ton téléphone. Non pas parce que tu attends quelque chose de particulier, mais à cause de cette habitude automatique qui s'installe lorsque ta paix dépend d'une notification, d'un signe, de n'importe quoi qui réactive le cycle. Voici le premier piège. L'esprit entraîné à anticiper, interpréter et réagir à ce que l'autre fait ou ne fait pas. Derrière cette micro-action quotidienne se cache le véritable mécanisme de la manipulation émotionnelle, l'accès constant à ton espace mental. Le silence extérieur peut sembler suffisant, mais si à l'intérieur tu continues à tourner en rond sur la même histoire, si chaque geste de ta part est une réponse anticipée aux possibles mouvements de l'autre personne, alors le contrôle ne change jamais de main. La manipulation a juste besoin d'une chose pour survivre, que tu restes disponible, même en secret. Le silence intérieur n'est pas ne pas parler, ne pas écrire, ne pas se montrer. C'est la décision de cesser d'organiser ta vie émotionnelle autour des réactions de quelqu'un d'autre. C'est le moment où tu cesses de penser des phrases que tu ne diras jamais, où tu cesses d'imaginer des scénarios dans lesquels tu es compris, recherché ou valorisé. La véritable coupure se produit lorsque l'autre n'occupe plus le centre de la salle dans ton esprit, lorsque ces mouvements cessent d'importer parce que tu as changé le point de référence. C'est là que le jeu se désarme, parce que toute manipulation se nourrit de l'attente, de l'espoir d'une réponse, de l'espace mental que tu continues à céder en silence. À l'instant où tu deviens neutre à l'intérieur, l'autre perd la carte. Il ne sait plus comment entrer, ni quelle manette toucher, parce que ton monde cesse de tourner autour de sa présence ou de son absence. Cette neutralité n'arrive pas par accident. C'est le résultat d'identifier, un par un, les pensées automatiques qui te maintiennent lié. La justification, la fantaisie de rédemption, la peur d'être le méchant en coupant l'accès. Ça fait peur, parce que cela implique d'accepter qu'il n'y a plus de dette émotionnelle à payer, ni d'explication à donner, ni d'avenir à négocier. Pourtant, là réside la force. Ton énergie est un territoire privé. Personne n'entre sans permission. Cette clarté intérieure est ce qui désarme toute tentative de te tirer à nouveau dans l'ancienne dynamique. Lorsque ton silence cesse d'être une tactique et devient une conséquence naturelle de ton changement intérieur, la manipulation se heurte à un mur invisible. Il n'y a rien à négocier, car il n'y a plus de marchandises en offre. Il n'y a pas de réaction, car l'attente a été démantelée à la racine. Le conflit intérieur le plus difficile surgit lorsque l'esprit insiste pour chercher une clôture, une justice ou une reconnaissance. Mais la réalité est simple.
Toute tentative d'explication ou de justification restaure la dynamique précédente, redonne le contrôle à l'autre et rouvre la blessure. Maintenir le silence intérieur est en essence maintenir ta propre valeur sans avoir besoin de témoins. Il ne s'agit pas de bloquer les émotions, mais de cesser d'investir de l'énergie en celui qui ne sait que prendre et jamais rendre. Tu t'entraînes à laisser passer l'impulsion de réagir, à ne pas chercher de signes là où tu trouvais auparavant du sens. Ici, la seule cohérence qui compte est celle que tu as avec toi-même. La neutralité est la véritable clôture. Le reste n'est que bruit qui te détourne. Lorsque ta vie mentale n'orbite plus autour de cette relation, l'autre le ressent, même sans mots. C'est l'absence totale de disponibilité qui détruit finalement toute tentative de manipulation. Et alors, pour la première fois depuis longtemps, tu récupères le contrôle réel, celui de ton attention, de ton énergie et de ton avenir. 3. N'explique pas ton absence, protège ta paix. Il y a une partie de toi qui veut encore expliquer. Pas par gentillesse ni par justice, mais par un mélange de peur et de besoin de reconnaissance. Cet élan presque automatique de justifier ta distance, de laisser entendre que tu ne pars pas par caprice, que ton absence a des raisons, que tu n'es pas le méchant de l'histoire. C'est inconfortable de l'admettre, mais sous cette urgence de t'expliquer se cache le résidu le plus persistant de la dépendance émotionnelle. La peur d'être mal compris, de passer pour froid, égoïste ou celui qui n'a pas assez lutté, peut te pousser à rédiger des messages qui ne guérissent rien, qui réinstallent simplement le vieux cycle. C'est ici que l'auto-analyse devient brutalement nécessaire. Expliques-tu ton absence pour clore le chapitre ou pour laisser ouverte la porte de ta validité face à l'autre? Parce que chaque explication, chaque tentative de nuancer ton retrait n'est pas de la neutralité. C'est un investissement émotionnel déguisé, un signe que tu cherches encore un impact, une compréhension ou une réaction. La clarté apparaît quand tu vois que l'acte d'expliquer n'est plus par respect, mais par peur de perdre le contrôle narratif de l'histoire. Analyser ce mécanisme avec honnêteté est inconfortable, mais absolument nécessaire si l'objectif est de protéger ta paix. Le mécanisme est simple, l'autre, habitué à ta disponibilité et à ce que tu laisses toujours une trace, interprète toute explication comme une fissure par laquelle il peut revenir. Peu importe qu'il s'agisse d'une explication longue ou d'un message court, dans les deux cas, l'accès se réactive. Le système de contrôle et de manipulation émotionnelle se nourrit de la prévisibilité, de savoir qu'à chaque mouvement de ta part, il y aura une raison, une justification ou au moins un signe de faiblesse à exploiter. Renoncer à expliquer ton absence n'est pas de la cruauté, c'est une stratégie. C'est comprendre que la paix intérieure n'a pas besoin de témoins ni de garanties. N'explique pas ton retrait. Protège ta paix, pas ton image. C'est la ligne de démarcation entre la fermeture authentique et l'auto-illusion. Lorsque tu décides de ne pas donner d'explication, tu fais face directement au désir le plus primitif d'être compris, de bien faire les choses, de ne pas porter la culpabilité. Mais tout cela fonctionne, en réalité, comme une extension du contrôle d'autrui sur ton monde intérieur. Si l'autre personne a besoin d'une explication pour accepter ton absence, c'est qu'elle joue encore avec l'idée qu'elle peut négocier les termes de ta décision. Et si tu lui en donnes une, même par politesse, au fond, tu continues à participer au même contrat invisible. Tu fournis des arguments et ils obtiennent accès à ton monde. La véritable issue est d'accepter que ta paix vaut plus que n'importe quelle narration, plus que n'importe quelle clôture formelle ou validation externe. L'explication est un pont qui ne sert qu'à le traverser à nouveau. L'autonomie personnelle commence lorsque tu es capable de supporter ce vide inconfortable qui reste lorsque tu te retires sans donner de version, lorsque tu supportes le poids de ne pas être compris, et pourtant, choisis de ne pas intervenir dans ce récit. L'analyse stratégique est claire. Chaque fois que tu expliques, tu perds du terrain. Chaque fois que tu justifies, tu restaurais la dynamique précédente.
La protection de ta paix n'est pas une réaction, c'est une décision anticipée. Tu établis une limite et tu la maintiens, même si à l'intérieur, la tentation de clarifier, d'adoucir, d'être perçu comme juste brûle. La véritable cohérence interne se démontre dans le silence soutenu, dans l'absence d'explication, dans la capacité de tolérer le malentendu externe, parce que tu ne te définis plus en fonction de ce regard. Si l'autre se sent mal à l'aise ou t'accuse de froideur, qu'il le fasse. Ta responsabilité n'est pas de réparer la perception d'autrui, mais de garder l'espace où tu construis ta propre tranquillité. Lorsque l'accès se ferme vraiment, la dynamique se termine. Il n'y a pas de négociation possible, pas de retour en arrière, car il n'y a plus d'énergie investie dans le cycle. C'est ça, protéger ta paix, même si personne d'autre ne le comprend. L'absence ne s'explique pas et ne se négocie pas. Elle se maintient depuis la conviction, pas depuis la culpabilité. Voici le prix de la liberté intérieure, choisir ta paix, même si cela signifie renoncer à ce que l'autre comprenne. 4. Brise la prévisibilité, brise le cycle. Une horloge à pendule, oscillant dans la pénombre, marque le rythme d'une routine qui ne change pas. Chaque mouvement est prévisible, chaque son anticipé et, bien qu'à première vue cela semble inoffensif, ce va-et-vient constant soutient l'illusion que tout reste sous contrôle. C'est ainsi que fonctionne la prévisibilité dans une relation brisée. Tu es le pendule qui ne s'arrête jamais, délivrant des signaux, des réponses, des gestes que l'autre connaît déjà par cœur. Le cycle se nourrit de ces petits automatismes. Le salut qui ne manque jamais, la réaction prévisible face à un message ambigu, la pause exacte avant de répondre à une réclamation, l'explication qui arrive toujours, même si tu jures que ce sera la dernière. Chacune de ces micro-actions expose la carte interne de ta disponibilité, et tant que tu restes dans ce rythme, l'autre sait exactement où appuyer pour obtenir ce qu'il cherche. Briser le cycle implique d'abord de cesser de te mouvoir au rythme que l'autre attend. Il y a un moment concret, presque physique, où tu cesses de répondre de manière automatique. Le téléphone vibre et tes mains ne se précipitent plus sur l'écran. La pensée de clarifier ou de justifier se présente, mais tu ne la laisses pas avancer. C'est un changement qui se ressent dans le corps, le regard qui ne cherche plus des traces d'approbation, le dos qui se redresse quand tu décides de ne pas entrer dans le jeu habituel, le silence qui n'est plus une pause stratégique, mais une absence complète d'attente. L'autre perçoit cette rupture, même dans les détails les plus subtils. Une phrase qui n'arrive pas, un geste qui ne se répète pas, une absence qui ne se comble pas par des sous-entendus ni des explications. Tout à coup, la routine se brise et ce vide déroute, car il n'y a plus de point d'appui pour mesurer ta réaction. La prévisibilité est la nourriture de toute dynamique inégale. Quand tu deviens imprévisible, non pas pour jouer, mais parce que tu as cessé de tourner autour du scénario de l'autre, tout le système vacille. L'autre commence à chercher des signaux là où il y avait auparavant des certitudes, mais tu as cessé de les émettre. Il n'y a plus de schéma auquel s'accrocher, ni de promesses tacites de retour, ni de réponses qui arrivent parce que tu le faisais toujours. Tu peux sentir la tension dans l'air. L'autre tâtonne, essaie, lance des appâts à la recherche d'une réaction connue et trouve un mur de neutralité qu'il ne sait pas comment escalader. Le cycle se brise au moment où tu élimines la répétition. C'est la ligne exacte où tu reprends le contrôle. Il ne s'agit pas de t'entraîner à être mystérieux ni d'inventer une personnalité froide, mais d'abandonner le rôle qui t'a été assigné et que tu as toi-même renforcé avec chaque geste prévisible. La rupture se remarque dans les petites décisions quotidiennes. Tu choisis de ne pas répondre, de ne pas clarifier. Ton visage n'est plus un catalogue d'émotions attendant d'être déchiffré. L'autre, habitué à lire tes réactions comme si elles étaient des instructions, se retrouve face à une page blanche. L'incertitude commence à ronger ce contrôle qui était auparavant absolu. Il n'y a pas de pouvoir sans anticipation. Sans scénario, il n'y a pas de manipulation. C'est simple et brutal.
Oui, il y aura des tentatives de te provoquer, de te ramener dans le cycle avec des questions, des accusations ou des gestes qui fonctionnaient auparavant. Le véritable défi est de maintenir l'absence de prévisibilité même lorsque l'inconfort se fait sentir. C'est un entraînement à l'autocontrôle, un muscle qui se renforce chaque fois que tu choisis de ne pas répéter le même schéma. La liberté se ressent d'abord comme un vertige, puis comme un calme. Quand tu cesses de tourner autour de ce que l'autre attend, la relation perd ce noyau invisible qui la soutenait. Le cycle se ferme pour toujours quand tu comprends que ta dignité n'a pas besoin d'être annoncée ni défendue, juste protégée dans le silence. 5. Arrêtez d'organiser votre vie autour des autres. Votre vie n'est pas une succursale des désirs des autres. C'est brutal, mais la plupart de vos journées continuent de tourner autour de ce que l'autre fait, dit ou ne fait pas. Et chaque minute que vous passez à calibrer votre humeur selon la température émotionnelle de quelqu'un d'autre, vous vous videz. Ne l'adouciez pas. Si vous organisez vos plans, vos horaires, vos émotions et même vos silences en fonction d'une autre personne, vous vous êtes effacé de la carte. Peu importe combien d'excuses vous vous inventez pour le justifier. Je fais juste preuve d'empathie. C'est par respect. Je veux éviter les conflits. Mensonge. C'est de la peur. C'est la peur de faire face à votre propre vide, de ne pas savoir quoi faire de votre temps, de découvrir que votre identité est si collée à la validation des autres que vous ne pouvez pas vous souvenir de la dernière fois où vous avez décidé quelque chose sans attendre une réaction. Arrêtez de vous mentir. Chaque fois que vous reportez vos décisions en attendant l'approbation de l'autre partie, vous vous déclarez incapable de gouverner votre propre vie. Et cela se paie cher, avec de l'anxiété, de la frustration, avec un sentiment de petitesse qui s'installe et ne vous lâche pas. La dépendance émotionnelle ne se soutient pas par de grands gestes, mais par des milliers de micro-décisions quotidiennes où vous cédez votre pouvoir et vous ne le remarquez même pas. C'est ce choix invisible d'attendre une réponse avant d'avancer, d'ajuster vos mots pour éviter le mécontentement, de planifier vos journées autour de la possibilité d'une rencontre ou d'une excuse. On vous a entraîné à croire que prendre soin du lien signifie sacrifier votre centre, mais ce que vous parvenez à faire, c'est alimenter l'asymétrie. L'autre personne s'habitue à ce que tout tourne autour d'elle, et quand vous essayez enfin de mettre une limite, elle le vit comme une trahison. Mais la véritable rupture réside dans le fait de cesser de prioriser ce qu'ils attendent et de commencer à demander, sans filtre, « Que veux-je ?» peu importe si cela plaît ou dérange l'autre. Ce muscle est atrophié. C'est pourquoi il est si difficile de l'exercer. C'est pourquoi vous cherchez des excuses, vous reportez, vous vous convainquez que ce n'est pas le bon moment. Arrêtez de vous mentir. La dignité n'attend pas son tour. Lorsque vous cessez d'organiser votre vie autour des autres, il ne s'agit pas seulement de couper un contact ou de bloquer un numéro. Il s'agit de reprogrammer votre esprit pour cesser de demander en silence si ce que vous faites sera bien vu ou si cela provoquera une réaction. C'est un entraînement inconfortable. On a l'impression d'être nu en public, sans le refuge de cette attente constante. Mais c'est là que commence la reconstruction. Parce que personne ne va vous rendre le temps perdu, ni récompenser votre sacrifice silencieux. La seule chose que vous parvenez à faire, en étant le satellite de quelqu'un d'autre, c'est de vous perdre dans l'orbite de ses besoins. Les gens forts ne négocient pas leur centre. Les gens forts ne demandent pas la permission d'exister. Le pas décisif est de choisir vos priorités, même si cela dérange, d'avancer même si vous ne recevez pas d'approbation, et de soutenir le regard quand on essaie de vous blâmer, de ne plus tourner autour de leur monde. Parce que oui, ils vont vous accuser d'égoïsme, de froideur, d'ingratitude. C'est le prix à payer pour retrouver votre autonomie. Préférez la solitude plutôt que l'esclavage émotionnel. Votre vie est à vous. Personne n'a le droit de la programmer à votre place. Vous ne retrouverez pas votre paix tant que vous continuerez à mesurer chaque pas avec la règle de leurs attentes. Il est temps de cesser d'être le personnage secondaire de votre propre histoire. Si vous ne vous choisissez pas,
personne ne le fera pour vous. Arrêtez de demander la permission d'être qui vous êtes. La seule validation dont vous avez besoin est celle que vous vous donnez lorsque, enfin, vous vous placez au centre de votre vie. 6. Maintenez la neutralité. Éliminez le jeu de pouvoir. La neutralité n'est pas une pause, c'est la frontière définitive entre le soin de soi et l'abandon de soi. Le jeu de pouvoir n'existe que si vous y participez, et chaque fois que vous choisissez d'entrer dans la danse des réactions, vous justifiez votre blessure et perpétuez votre propre épuisement. L'autre peut essayer n'importe quelle stratégie, provocation, silence, messages ambigus, mais tout s'effondre au moment où vous cessez de répondre par le désir d'influencer, de clarifier ou de vérifier que votre absence pèse. La vérité inconfortable est que, tant que vous ne lâchez pas le besoin d'avoir le dernier mot ou d'être reconnu, vous restez lié à une dynamique qui ne fait que vous consommer. Le contrôle n'a jamais été chez l'autre, il a toujours été le vôtre, mais vous le remettiez chaque fois que vous aviez besoin d'être validé. Celui qui maintient la neutralité maintient le véritable pouvoir. C'est la base. Cessez d'alimenter l'attente d'un dénouement, d'une reconnaissance, d'une justice émotionnelle qui n'arrive jamais. Au plus profond, maintenir la neutralité est une bataille silencieuse contre de vieilles habitudes mentales qui vous demandent de réagir, qui vous murmurent que rester indifférent est être cruel ou que abandonner le rôle de soignant est trahir vos propres valeurs. Cependant, ce récit ne vous garde prisonnier que de la nécessité de plaire, d'ajuster votre énergie et votre temps en fonction de comment l'autre se sente ou agisse. La peur d'être perçu comme froid, égoïste ou insensible est la dernière chaîne. Ce qui n'est pas souvent reconnu, c'est que cette prétendue empathie est en réalité un piège mental. Vous continuez à jouer parce que vous ne supportez pas le vide de ne pas importer, le poids du non-réponse, l'inconfort de couper l'accès sans donner d'explication. Mais cet inconfort n'est que le prix de votre liberté. La neutralité est le signe qu'il n'y a plus rien à négocier. Vous n'avez pas à être cruel, vous devez juste cesser d'être prévisible, d'être la ressource émotionnelle disponible, celle qui est toujours prête à soutenir ce que l'autre ne veut pas porter. Maintenir la neutralité, c'est entraîner votre esprit à ne pas s'emballer à chaque tentative de contact, à ne pas tomber dans le cycle de lire entre les lignes ou de chercher des intentions cachées. C'est une discipline interne. Détecter l'impulsion de répondre et la laisser passer, résister à la tentation d'expliquer ou d'adoucir votre absence, tolérer l'inconfort que l'autre ne comprenne pas. Il ne s'agit pas de bloquer les émotions, mais de cesser d'investir dans une dette émotionnelle qui ne fait que croître et n'est jamais réglée. C'est ici que beaucoup échouent, car ils confondent neutralité avec froideur, alors qu'en réalité, c'est une forme de respect radical envers soi-même. Ce n'est pas le monde qui te met à l'épreuve. C'est toi qui décides chaque jour combien de pouvoir tu donnes aux circonstances. Pendant que d'autres se noient dans des excuses ou cherchent des coupables, tu as une option brutale et simple. Entraîner ton esprit à ne pas céder au désordre, à la pression ou aux commentaires des autres. La philosophie stoïque n'est pas un vieux conte, ni une recette pour feindre la tranquillité, mais une discipline brute. Elle exige d'observer tes réactions, d'affronter la fatigue, de détecter tes propres pièges et malgré tout, de choisir d'agir avec clarté. Personne ne va te donner la force que tu cherches. Tu dois la construire à travers des décisions inconfortables, des limites claires et une honnêteté féroce envers toi-même. L'autocontrôle ne naît pas de la négation, mais de voir tes pensées telles qu'elles sont et de décider lesquelles méritent ton énergie. Chaque matin, dans la première minute de conscience, tu choisis déjà si tu vas être victime de ton dialogue interne ou leader de ton caractère. Si tu te laisses entraîner par le stress et les exigences externes, tu paies le prix avec ta paix et ton temps. Mais si tu entraînes le bon filtre mental, même le chaos devient gérable. Tu n'es pas ce qui t'arrive, tu es ce que tu fais avec cela. La véritable liberté n'arrive pas quand tout est calme, mais quand tu maîtrises ta réponse au milieu du défi.
C'est un chemin exigeant mais réel, 8 leçons pratiques, sans fioritures ni promesses vides, pour durcir ton esprit, prendre soin de ton corps et transformer tout revers en matière première pour ta croissance. 1. Maîtrisez votre réaction face au chaos. Le chaos n'est pas le problème c'est vous, ou plutôt la manière faible et automatique dont vous réagissez chaque fois que la vie vous pousse hors de votre zone de confort. La plupart des gens ne veulent pas entendre cela. Ils préfèrent justifier leurs explosions, leur anxiété ou leur attitude défaitiste parce que tout est très difficile, parce que ce n'est pas juste, parce que je n'en peux plus. Mais ces explications ne tiennent pas une seconde sous le regard de la philosophie stoïque. Vous ne contrôlez pas le trafic, les nouvelles, ni les erreurs des autres. Mais il vous revient de maîtriser la seule variable qui compte vraiment. Votre réaction. Chaque fois que vous vous laissez emporter par le chaos extérieur, vous cédez simplement votre pouvoir, comme si vous remettiez les clés de votre esprit à n'importe quel imprévu ou provocation. C'est la vérité que beaucoup de gens ne veulent pas accepter. Personne ne viendra entraîner votre autocontrôle à votre place, ni à ranger le désordre dans votre tête. Si vous continuez à attendre que l'environnement se calme pour aller bien, vous vous condamnez à vivre comme un otage de tout ce que vous ne pouvez pas contrôler. Il faut le dire clairement, la réaction viscérale, celle qui explose ou se rend au premier coup, n'est ni naturelle ni inévitable. C'est de la paresse mentale, c'est un manque de discipline émotionnelle. Le stoïcisme n'est pas un luxe intellectuel, c'est une urgence pratique. Ceux qui vivent à la merci de leurs impulsions sont ceux qui paient le prix le plus élevé. Relations brisées, projets qui n'avancent jamais, santé qui se détériore à cause du stress chronique. Assez de se cacher derrière des phrases comme « c'est comme ça que je suis » ou « je ne peux pas l'éviter ». Oui, vous pouvez l'éviter, mais cela nécessite d'arrêter de chercher des excuses et de commencer à entraîner votre esprit comme vous entraîneriez un muscle faible. Chaque fois que vous choisissez de ne pas réagir immédiatement, mais d'observer, de respirer et de répondre avec clarté, vous brisez un vieux schéma. Et là, vous retrouvez votre pouvoir. Il ne s'agit pas de vous réprimer. Il s'agit de décider qui commande dans votre vie, le chaos extérieur ou votre caractère. La prochaine fois que vous ressentirez cette urgence de crier, de vous défendre, de vous rendre ou de blâmer les autres, réalisez que cette réaction n'est pas une obligation. C'est une leçon. C'est le rappel que votre véritable force se mesure juste dans ces secondes inconfortables où vous pourriez perdre le contrôle, et pourtant vous choisissez de rester ferme. Les stoïciens ne nient pas les émotions ni ne font semblant que tout va bien. Ils les reconnaissent, mais ne se laissent pas kidnapper par elles. Ce qui vous affaiblit, ce n'est pas le chaos, mais votre incapacité à rester lucide quand tout brûle autour de vous. L'autocontrôle, bien que difficile, vaut toujours plus que la gratification instantanée de lâcher tout ce qui vous passe par la tête. Tenir bon n'est pas une faiblesse, c'est de la discipline. La sérénité ne se donne jamais, elle s'entraîne, elle se conquiert à force d'efforts et de répétitions. Ne vous trompez pas, tant que vous continuerez à blâmer les circonstances et les autres pour vos explosions, vous resterez tout aussi vulnérable. Le monde ne va pas s'adapter à votre état émotionnel. Si vous ne maîtrisez pas votre réaction, vous devenez une marionnette de l'environnement. Mais quand vous choisissez de répondre avec calme et détermination, même si le monde s'effondre, vous restez debout. Vous n'êtes pas victime du chaos, vous êtes responsable de votre réponse. Chaque réaction est un investissement dans votre caractère ou une dette émotionnelle que vous devrez ensuite rembourser. Maîtrisez votre réaction et le chaos cesse d'avoir du pouvoir sur vous. 2. Choisis tes pensées au réveil. Le réveil sonne et avant même que tu décides de bouger, une avalanche de pensées s'infiltre déjà dans ton esprit. Sans t'en rendre compte, tu ouvres les yeux et la première chose que tu fais est de vérifier ton téléphone. Message, notification, une mauvaise nouvelle. Ton corps n'a même pas quitté le lit, mais ton esprit porte déjà le poids de l'anxiété, de la comparaison et de l'urgence de répondre à tout. Peu importe que tu aies dormi 8 heures ou 3, si tu ne choisis pas quelle pensée tu laisses entrer dans les premières minutes,
tu te réveilles avec une dette émotionnelle qui conditionne toute ta journée. C'est justement là, dans cet instant presque invisible, que ton caractère commence à se décider. Car ce que tu acceptes comme pensée au réveil finit par marquer le filtre à travers lequel tu interprètes chaque situation, chaque visage, chaque mot que tu entends ensuite. Le mécanisme est simple mais dévastateur. Si tu te lèves et laisses ton esprit recycler l'inquiétude d'hier, ou la critique que tu as entendue, ou la sensation de ne pas atteindre ce que tu devrais, tu as déjà remis le gouvernail. La journée commence, et sans t'en rendre compte, tu interagis déjà depuis la fatigue, la plainte ou la résignation. Ce premier dialogue interne est souvent brutalement automatique. Le temps ne va pas suffire. Encore la même chose. Sûrement quelque chose va mal tourner. L'esprit, sans entraînement, s'accroche au vieux schéma parce que c'est confortable, connu. Il ne s'agit pas de magie ni de positivisme superficiel. Il s'agit de comprendre qu'au réveil, tu as une opportunité minimale mais réelle de choisir le ton émotionnel avec lequel tu vas répondre au monde. Le stoïcisme, loin de te demander d'ignorer la fatigue ou la difficulté, exige que tu prennes le contrôle de tes pensées avant qu'elles ne te contrôlent. C'est ici que le véritable conflit apparaît. Beaucoup s'attendent à se sentir motivés de manière spontanée, comme si l'enthousiasme devait venir en premier pour ensuite agir. Mais la réalité est autre. La qualité de ta journée ne dépend pas des conditions externes, même pas de la façon dont tu as dormi, mais de la discipline consciente d'installer des pensées utiles à peine tu ouvres les yeux. Tu peux laisser le pilote automatique te mener directement à l'autocompassion ou à la plainte, ou tu peux expérimenter l'effort inconfortable de choisir une idée qui te sert. Il ne s'agit pas de répéter des phrases vides, mais de te demander quelle décision tu vas prendre concernant ce que tu penses de toi, de ta journée et de tes défis. Personne d'autre ne peut faire ce travail à ta place. C'est une décision qui nécessite lucidité et un minimum de courage mental. Parce que c'est difficile, parce que c'est plus facile de se laisser porter par le flux de ce que tu connais déjà, même si cela t'épuise. Il y a une vérité simple que beaucoup préfèrent ignorer. La première pensée de la journée est une graine. Si tu plantes de la résignation, tu récoltes de la résignation. Si tu choisis le courage, même s'il est petit, tu es déjà en train d'entraîner le muscle qui te soutiendra lorsque la journée se compliquera. Ce n'est pas un miracle, c'est un exercice. Le stoïque ne nie pas la réalité, mais ne s'y rend pas non plus avant de l'avoir affrontée. Il choisit son attitude, même lorsque le corps pèse et que l'esprit doute. La liberté commence dans l'esprit et se pratique au réveil. Peu importe ce qui vient après. Ce que tu décides de penser dans ces premières minutes ne résout pas tous tes problèmes, mais définit d'où tu vas les affronter. Choisis avec courage. Personne ne peut contrôler ce qu'il pense pendant son sommeil, mais il peut contrôler avec quelle pensée il commence la journée. C'est cela le leadership intérieur. 3. Remets en question et transforme ton dialogue intérieur. Je vais être direct. La plupart du temps, je ne me suis pas rendu compte de combien de déchets mentaux j'ai laissé passer sans filtre. Je ne parle pas de grandes tragédies, mais de ce murmure permanent dans la tête qui ne s'arrête jamais et qui, si l'on ne le remet pas en question, finit par dicter l'humeur, l'énergie et même la perception de ce qui est possible. C'est inconfortable de l'admettre, mais souvent, le pire saboteur n'a pas été l'environnement ni les circonstances, mais la collection de phrases automatiques et de jugements internes que j'ai acceptés comme des vérités indiscutables. Ce dialogue intérieur, qui semble simplement narrer la vie, fonctionne en réalité comme un éditeur impitoyable. Il sélectionne le négatif, exagère les risques, minimise les réussites et transforme chaque erreur en un motif de honte ou d'abandon. Le problème est que, si tu laisses ce mécanisme fonctionner en automatique, tu finis par vivre sous une sorte d'hypnose émotionnelle. Ce que tu ne remets pas en question te contrôle. La racine de ce piège n'est pas seulement émotionnelle, elle est aussi logique.
Depuis notre enfance, nous apprenons à interpréter les faits à travers des filtres hérités, ce que les autres ont dit, ce qui a fonctionné un jour pour nous protéger, ce que la culture récompense ou punit. Ces filtres demeurent même lorsqu'ils ne servent plus. Le résultat, face à tout contretemps, l'esprit active le même scénario. Je ne peux pas, c'est trop, je vais sûrement échouer, je ne vaux pas assez. Personne ne t'oblige à penser ainsi, mais l'habitude fait que ces phrases sonnent familières, même réconfortantes, bien qu'elles soient destructrices. L'esprit non entraîné préfère le connu à l'utile, car le nouveau exige effort et vulnérabilité. C'est pourquoi le premier pas est toujours d'observer avec une brutalité honnête comment tu te parles, quel ton tu utilises, quels mots tu répètes quand personne ne t'écoute. Il n'y a pas de force sans cette auto-vigilance. Si tu n'identifies pas le circuit mental qui te fragilise, il sera impossible de le démonter. Voici une décision stratégique. Remettre activement en question chaque pensée qui se présente comme vérité. Je ne parle pas de répéter des phrases motivationnelles vides, mais d'appliquer le rigorisme d'un philosophe et la discipline d'un athlète. Te demander, cette pensée m'aide-t-elle ou m'enfonce-t-elle? Décrit-elle la réalité ou ne fait-elle que perpétuer une vieille version de moi-même? Le stoïcisme ne cherche pas à ce que tu ignores la douleur ni à te convaincre que tout va bien. Il exige que tu distingues entre les faits et les jugements, entre ce qui se passe et ce que tu interprètes. Lorsque tu parviens à séparer ces deux couches, tu retrouves la possibilité de choisir. C'est ça le vrai pouvoir. Le pouvoir sur ton interprétation, pas sur le monde. Il y a des pensées qui pèsent comme une dette silencieuse. D'autres fonctionnent comme des moteurs d'action et de clarté. La question n'est pas de savoir si tu peux les changer, mais si tu es prêt à investir l'effort quotidien pour le faire. Transformer le dialogue intérieur est un entraînement, pas un acte de volonté momentanée. Chaque fois que tu arrêtes le pilote automatique et choisis de te répondre avec objectivité, sans pitié mais sans cruauté, tu affaiblis l'ancien circuit et renforces un nouveau. Personne ne va mettre des mots de courage dans ta tête à ta place. Rends-le inconfortable, fais-le tous les jours. Tu n'as pas besoin de croire au miracle pour avancer. Tu as besoin de discipline pour ne pas laisser ton esprit devenir une poubelle de croyances étrangères ou périmées. Change le filtre, change ta vie. La force mentale n'est pas seulement de supporter la douleur, c'est apprendre à te parler comme quelqu'un qui veut vraiment te voir grandir. Chaque pensée est un investissement dans ton destin ou un piège qui t'enferme au même endroit. Tu n'es pas ce que tu penses, tu es ce que tu décides de faire avec ce que tu penses. 4. Avancer avec des actions petites et constantes. Il y a une image que peu de gens associent à la véritable force. Un bloc de marbre, immense, froid, apparemment immuable. Mais si vous regardez attentivement, vous remarquerez la trace de centaines de petits coups, des marques presque invisibles qui peu à peu le dépouillent de ce qui est superflu. Un sculpteur ne vainc pas le marbre en un seul instant d'inspiration, ni avec un unique coup de marteau. Il le transforme avec une séquence patiente d'actions minuscules, chacune si simple et répétitive qu'elle semblerait inutile si on la considère isolément. C'est ainsi que fonctionne le véritable changement. C'est ainsi que se forge le caractère, non pas par de grands gestes, mais par de petites décisions soutenues quand personne ne regarde, quand il n'y a plus d'entrain ni de récompense immédiate. Avancer avec des actions petites et constantes est la chose la plus anticlimatique qui soit, mais aussi la plus efficace. Le progrès véritable ne fait pas de bruit, ne s'annonce pas avec des applaudissements et ne semble pas glorieux sur le moment. Cela se produit lorsque vous choisissez de vous lever 5 minutes plus tôt, lorsque vous fermez la bouche au lieu de lancer une critique automatique, lorsque vous sortez vous promener même si la paresse pèse sur vous comme une pierre. La plupart des gens sous-estiment le pouvoir de ce qui est petit parce qu'ils attendent des changements spectaculaires, des sauts quantiques, des résultats qui justifient l'effort instantanément. Mais la réalité est brutale. Si vous n'êtes pas capable de soutenir une action simple aujourd'hui, vous ne résisterez pas non plus lorsque la vie exigera un effort plus grand.
Le muscle de la discipline ne se renforce pas lors des jours parfaits. Il se construit dans la pratique presque ridicule de respecter des micro-habitudes lorsque personne ne vous observe. Un message texte auquel vous décidez de ne pas répondre avec colère. Un repas que vous choisissez de préparer vous-même au lieu de céder à la commodité. Une pensée négative que vous détectez est remplacée par une pensée utile, même si ce n'est que pour une minute. Ces gestes sont microscopiques, mais le caractère se façonne dans cette forge invisible. Personne ne devient stoïque parce qu'un jour il a décidé de le faire avec force, mais parce qu'il a appris à ne pas rompre la chaîne d'actions petites, même lorsque la motivation s'est épuisée. Il y a un piège mental qui sabote presque tout le monde. Le mépris pour ce qui semble insignifiant. L'ego exige des résultats grands, des changements dramatiques, des histoires à raconter. Mais l'autocontrôle, la sérénité et la force ne croissent pas au rythme de l'ego. Elles grandissent sous le poids silencieux de la constance. L'habitude d'avancer même d'1 centimètre chaque jour est le mécanisme le plus sous-estimé de la résilience. Si aujourd'hui, vous ne pouvez faire qu'une seule chose utile, faites-la. Si la seule chose que vous parvenez à faire est de ne pas aggraver la situation, c'est déjà un progrès. L'esprit entraîné à l'action petite ne se laisse pas écraser par la taille du défi. Il apprend à le fragmenter, à l'aborder par parties, à ne pas abandonner simplement parce que l'objectif semble lointain. Ce qui compte, ce n'est pas la dimension du pas, mais que le pas existe. Le stoïcisme n'est pas de tenir bon pour tenir bon. C'est comprendre que la véritable liberté ne réside pas dans les grands triomphes, mais dans le choix du prochain mouvement, même si l'entrain est minimal et l'environnement hostile. Il y a des jours où tout est difficile, où vous ne reconnaissez même pas un progrès clair, mais vous ajoutez un autre coup au marbre et, sans vous en rendre compte, vous changez de forme intérieurement. Avancez, même si c'est lent. Personne ne se souvient d'un jour précis où tout a changé, mais avec le temps, on reconnaît que la somme d'actions petites a fini par définir son destin. La constance est le véritable courage. La grandeur se construit dans l'invisible. Faites le minimum, mais faites-le toujours. C'est la différence entre rêver et transformer. 5. Ne te laisse pas définir par les opinions des autres. Rien ne pèse autant que de vivre à la merci de l'opinion d'autrui. Chaque fois que tu ajustes ton comportement, tes mots ou même tes rêves pour t'adapter au moule des autres, tu te arraches un morceau d'authenticité. Ne te trompe pas, c'est une forme d'esclavage volontaire. La plupart préfèrent se trahir elles-mêmes plutôt que de supporter une critique ou un regard de désapprobation. À quoi bon vouloir la liberté si tu l'utilises seulement pour chercher l'approbation? Le respect véritable ne se mendie ni ne se négocie. Il se construit lorsque tu cesses de demander la permission d'être qui tu es. La plus grande lâcheté est de se déguiser chaque jour pour ne déranger personne. La force commence là où le théâtre s'arrête. Il n'y a pas de croissance si chaque décision passe d'abord par le filtre du « qu'en dira-t-on ». Attendre une validation externe est la recette parfaite pour la frustration chronique. Le monde va donner son avis, va projeter ses propres insécurités sur toi, va te donner des conseils déguisés en inquiétude qui sont en réalité des limites déguisées en affection. Si tu te définis par cela, tu deviens un reflet flou des attentes des autres. Et le pire, c'est que personne ne te rendra le temps que tu as perdu à vivre la vie d'un autre. Le stoïcisme n'est pas une indifférence froide, c'est la lucidité pour comprendre que l'opinion des autres appartient à leur territoire, pas au tien. Chaque fois que tu te traînes pour être accepté, tu augmentes une dette invisible envers ta propre valeur. Si tu laisses n'importe qui avoir du pouvoir sur ton estime de soi, tu te condamnes à un déséquilibre permanent. Tu n'es pas la somme des applaudissements ni la victime des jugements. Tu es le résultat des choix que tu soutiens quand personne ne t'applaudit. Le piège est au fond. Beaucoup justifient leur insécurité en disant qu'ils ne veulent pas être arrogants, qu'il faut écouter les autres, que le monde est social et que nous ne pouvons pas nous isoler. Personne ne te demande d'ignorer les retours utiles ou de devenir un mur d'arrogance. Mais une chose est d'apprendre et une autre est de se soumettre.
La peur de décevoir est une excuse élégante pour ne pas assumer le coût d'être authentique. La faiblesse n'est pas d'échouer, mais de ne pas oser vivre selon ton propre critère. Si chaque commentaire te déstabilise, si chaque critique te paralyse, alors tu n'as pas compris l'essentiel. Ta valeur ne dépend pas de leur approbation, mais de ta cohérence interne. La liberté intérieure ne s'achète pas. Elle se conquiert à force de supporter le poids du rejet sans céder sur ce que tu sais être juste. Le véritable autocontrôle implique de décider qui a la permission d'influencer ton esprit. Si tu permets aux attentes externes de dicter tes limites, tu resteras piégé dans une cage invisible. La plupart vivent en attente d'applaudissements, mais finissent épuisés par l'anxiété de ne pas appartenir. Je te répète une phrase pour te le rappeler. Tu n'es pas responsable des fantasmes ni des peurs des autres. Personne d'autre ne va se battre pour ton intégrité. C'est un travail qui t'incombe exclusivement. Si un jour tu as douté de ta valeur parce qu'un autre ne l'a pas reconnue, il est temps de briser ce mécanisme. Le caractère se forge lorsque tu choisis de décevoir les autres plutôt que de te trahir toi-même. La sérénité arrive lorsque tu cesses de demander la permission d'être qui tu es. La vie est trop courte pour laisser les opinions des autres te définir. Entraîne ton esprit à écouter sans supplier et à avancer même si tu es jugé. Ne cherche pas à appartenir là où tu dois cesser d'être toi. C'est une trahison, pas une adaptation. 6. Renforce ton corps et ton esprit ensemble. Le confort affaiblit à la fois l'esprit et le corps. C'est la vérité que presque personne ne veut accepter. Si ton corps vit en mode économie, ton esprit fera de même. Nous voulons de la clarté, de l'énergie et de la force émotionnelle. Mais nous passons notre journée assis, respirant superficiellement, engloutissant n'importe quoi et attendant des miracles de motivation. La compassion moderne dissimule la négligence physique avec de belles phrases sur s'accepter, mais la réalité est qu'un corps faible devient un fardeau émotionnel. Lorsque tu ne t'entraînes pas, tu ne perds pas seulement ta santé, tu perds aussi ton estime de soi. L'autocontrôle ne naît pas de la théorie, il se forge dans l'inconfort physique. Les stoïciens le savaient, ils renforçaient l'esprit en affrontant la fatigue, le froid, la faim, l'effort inconfortable. Non pas par masochisme, mais parce qu'ils comprenaient que la volonté s'entraîne comme un muscle et que l'esprit seul ne résiste pas si le corps se rend à la moindre pression. Je l'ai vu dans ma propre vie. Les jours où le corps est abandonné, l'esprit devient plus vulnérable à l'anxiété, à la paresse et à l'autocritique. Il est difficile d'admettre que la fatigue mentale n'est souvent pas un mystère psychologique, mais le résultat direct de l'inertie corporelle. Le corps et l'esprit ne sont pas des compartiments étanches, ils forment une seule machinerie. Si l'esprit est saturé de stress, mais que le corps ne libère jamais cette tension, le résultat est un état d'accablement chronique qui ne se résout pas avec des pensées positives. L'énergie mentale a besoin de racines physiques. Un corps entraîné résiste mieux au stress, métabolise la frustration et supporte le poids de la discipline. Il ne s'agit pas de rechercher la perfection physique, mais d'éliminer la contradiction entre ce que tu penses et ce que tu fais avec ton corps. Tu ne peux pas demander à ton esprit clarté et courage si ton corps s'habitue chaque jour au minimum d'efforts. La discipline commence par le mouvement. Peu importe si tu fais du sport, si tu marches simplement ou si tu te fixes une routine minimale. L'essentiel est de sortir de la léthargie et de permettre au corps de se rappeler qu'il est fait pour supporter, pour pousser, pour résister. L'esprit se renforce lorsque tu franchis ce seuil où le corps veut t'abandonner et que tu décides de continuer un peu plus. C'est dans cet espace que la compassion trompeuse se brise et que la véritable volonté se révèle. C'est dans l'effort physique que se manifestent les mêmes mécanismes mentaux qui te sabotent dans la vie quotidienne. Le désir de s'arrêter, l'excuse facile, la plainte, l'idée que cela ne vaut pas la peine. Si tu t'entraînes à ne pas céder à ces voix pendant l'exercice, tu commences à transférer ce même schéma de résistance au reste de ta vie.
L'esprit qui apprend à soutenir l'effort physique le réplique ensuite dans chaque discussion difficile, dans chaque moment de doute, dans chaque tentation d'abandonner un projet. Il ne s'agit pas de devenir un athlète ni de rechercher une reconnaissance externe. Il s'agit de comprendre que chaque petit acte de discipline corporelle est un message à ton esprit. Je suis capable de supporter plus que je ne le crois. Je ne me rends pas face à l'inconfort. Ce message, répété chaque jour, commence à briser les vieilles habitudes de fuite et de résignation. La connexion est directe. Si tu renforces ton corps, l'esprit se sent capable. Si tu abandonnes le corps, l'esprit devient fragile. Il n'existe pas de véritable force mentale dans un corps constamment négligé. Tu peux te tromper un temps, mais tôt ou tard, cette fracture se fera sentir. L'esprit et le corps s'entraînent ensemble ou s'affaiblissent ensemble. Prends soin de ta force physique comme un acte de respect intérieur. Ton corps est le premier territoire où tu démontres si tes idéaux valent quelque chose ou ne sont que des mots. Ne cherche pas la motivation, cherche la discipline. Le corps et l'esprit, alignés, sont la seule base solide pour résister à toute difficulté. Ici, il n'y a pas de raccourci. La volonté se construit à chaque répétition inconfortable, à chaque décision de bouger quand tu n'en as pas envie. Le caractère n'est pas seulement une idée, c'est une pratique quotidienne. Entraîne les deux ou prépare-toi à payer le prix de l'abandon. 7. Change ta perspective, réduis tes préoccupations. Tu es assis dans la salle d'attente d'un bureau public. L'air est lourd, l'horloge avance lentement et tu peux déjà sentir le picotement de l'impatience monter dans ton estomac. Tu regardes ton téléphone toutes les 2 minutes, tu vois d'autres se plaindre à voix basse et ton esprit commence à fabriquer des scénarios. Le temps perdu, l'injustice d'avoir à attendre, le soupçon que personne ne respecte ton temps. Là, dans ce scénario minimal et quotidien, apparaît la réaction automatique, frustration, anxiété, envie de lancer un reproche ou de fuir. Mais si tu t'arrêtes une seconde, si tu observes le mécanisme mental en marche, tu te rends compte de ce qui se passe réellement. Ce n'est pas l'attente qui te consume, mais l'interprétation que tu fais de la situation. C'est ici que le pouvoir de la perspective entre en jeu. Changer ce que tu penses de ce qui se passe n'est pas de la résignation, c'est une stratégie. Lorsque tu analyses froidement ce qui te préoccupe, tu découvres presque toujours que la racine du malaise n'est pas le fait en soi, mais le sens que tu lui donnes. L'esprit ne tolère pas l'incertitude, alors il remplit les vides avec des suppositions négatives, des pressions imaginaires et des exigences irréalistes. Le problème est que tu révises rarement ces récits internes, tu les acceptes comme des vérités, et le résultat est une accumulation de préoccupations qui n'existent que dans ta tête. Le stoïcisme enseigne à démonter ce piège, distinguer entre les faits et tes jugements, entre ce qui se passe et ce que tu inventes. Si quelqu'un met du temps à te servir, ce n'est pas une attaque personnelle, ce n'est pas une épreuve de ta valeur, ni un événement catastrophique, c'est juste un fait neutre. La différence entre souffrir et rester calme réside dans le filtre que tu utilises pour regarder. L'erreur la plus courante est d'imaginer que, si tout se passait comme tu le souhaites, alors tes préoccupations disparaîtraient. Mais la vie ne s'adapte jamais à tes attentes. La clé est d'ajuster ta perspective, pas le monde. Chaque fois que tu t'obsèdes sur ce que tu ne peux pas contrôler, tu remets ton pouvoir en jeu et tu augmentes le sentiment d'impuissance. C'est un mécanisme cumulatif. Plus tu dramatises ce qui se passe, plus tu fabriques de la vulnérabilité. C'est pourquoi la stratégie stoïque est simple mais exigeante. Simplifie l'interprétation, réduis la charge mentale, demande-toi de manière brutalement honnête si ce qui te préoccupe dépend de toi ou si ce n'est que du bruit inutile. Une préoccupation constante est une dette émotionnelle auto-imposée. Si tu ne la révises pas, tu finis par payer le prix en santé, énergie et relations. Il ne s'agit pas de nier le malaise, ni de faire semblant que rien n'a d'importance, mais de choisir une lecture utile. Tu peux voir l'attente comme une torture ou comme un entraînement à la patience. Tu peux interpréter une critique comme une attaque ou comme une opportunité de renforcer ton caractère.
La souffrance inutile surgit lorsque tu restes coincé dans le pire angle possible, répétant mentalement la version la plus sombre du problème. Change l'angle, change le poids. Une seule question peut faire la différence. Est-ce que cela aura de l'importance dans une semaine, dans un an, dans toute ta vie? La plupart des préoccupations se dissolvent lorsque tu les affrontes avec perspective et froideur. Il est facile de porter des poids imaginaires et de transformer chaque inconvénient en un drame personnel. Mais la force ne consiste pas à tout endurer, mais à apprendre à lâcher prise sur ce qui ne mérite pas ton énergie. Si tu entraînes ton esprit à interpréter les faits depuis un lieu d'objectivité et de but, tu réduis la charge émotionnelle et récupères un pouvoir réel sur ta vie. La paix n'est pas une coïncidence, c'est une décision quotidienne de réinterpréter. Choisis le poids que tu portes. Changer ta perspective est le premier pas pour réduire les préoccupations et libérer ton énergie pour ce qui compte vraiment. 8. Apprends à dire non sans culpabilité. Je vais être brutalement honnête. Il m'a fallu des années pour reconnaître l'épuisement. La perdre n'était pas la fin. C'était le début de l'examen le plus réel que tu auras avec toi-même. Dans une rupture, l'erreur la plus courante est de croire que le pouvoir réside dans le fait de la récupérer, alors qu'en réalité, le véritable pouvoir réside dans le fait de te récupérer. Il ne s'agit pas de lui écrire, de la supplier ou d'essayer de prouver que tu vaux la peine. Il s'agit de laisser le silence, le calme et ton progrès parler pour toi. Pendant que tu te reconstruis, elle commence à se rappeler qui tu étais avant de devenir si disponible. Le stoïcisme ne t'apprend pas à cacher la douleur, mais à la maîtriser. Il te dit « ressens, mais ne te prosterne pas devant ce que tu ressens ». C'est la clé. La plupart perdent le contrôle parce qu'ils confondent l'amour avec la dépendance. Ils veulent qu'elle revienne pour arrêter de souffrir, alors qu'en réalité, ils ont besoin de revenir à eux-mêmes. L'homme qui comprend cela ne cherche pas la revanche. Il cherche l'équilibre, le but et le respect de soi. Ce processus n'est ni une performance ni une stratégie pour impressionner. C'est une pure transformation. Chaque pas, chaque jour en silence, chaque limite que tu imposes est une déclaration. Je ne m'effondre pas, j'évolue. Et quand cela se produit, elle le perçoit. Non pas par tes mots, mais par ta nouvelle énergie. Parce que rien n'attire plus qu'un homme qui n'a plus besoin d'attirer. Dans les leçons suivantes, tu apprendras comment accepter ce qui s'est passé sans victimisation, comment utiliser le silence comme une arme, comment te reconstruire avec force, comment provoquer sans dire un mot et comment vivre avec un but. Ce ne sont pas des phrases de consolation, ce sont des actes de pouvoir. Parce que le regret ne se provoque pas en suppliant, il se provoque en devenant quelqu'un d'irremplaçable. 1. Accepte et prends le contrôle. Accepter n'est pas se rendre, c'est récupérer le pouvoir que tu as cédé lorsque tu as commencé à résister à l'inévitable. La plupart des gens sombrent après une rupture parce qu'ils luttent contre les faits. Ils revivent des conversations, analysent des messages, imaginent des scénarios alternatifs et pensent que réfléchir à ce qui s'est passé changera quelque chose. Mais cela ne changera rien. Ce qui fait mal n'est pas la perte, mais l'attachement à l'idée que tout aurait dû être différent. Accepter, c'est regarder la réalité sans fioriture, sans excuses et sans peur. Et ce n'est qu'à partir de là que tu peux te relever. Le stoïcisme enseigne que nous ne souffrons pas des événements, mais de l'interprétation que nous en faisons. Ce n'est pas la rupture qui te détruit, mais le refus de l'accepter. Plus tu résistes, plus tu t'épuises. L'acceptation n'est ni froideur, ni résignation. C'est sagesse. C'est le moment exact où tu arrêtes de chercher des coupables. Tu arrêtes de justifier le départ et tu décides de diriger ton énergie vers toi-même. Parce que tant que tu continues à concentrer ton esprit sur ce que tu ne peux pas contrôler, tu continues à perdre du pouvoir. Et le pouvoir perdu se récupère avec la direction, pas avec la nostalgie. Accepter, c'est aussi arrêter de te faire victime. C'est assumer ta responsabilité dans l'histoire, sans te blâmer, mais sans t'évader.
C'est comprendre que, même si elle a pris la décision finale, tu as aussi joué un rôle. Et au lieu de te reprocher, tu choisis d'apprendre. Parce que tout ce qui t'arrive a une leçon, si tu es prêt à la voir sans ego. À ce moment-là, la vie cesse de sembler un châtiment et devient un entraînement. Lorsque tu acceptes, tu commences à prendre le contrôle. Et le contrôle ne signifie pas dominer l'autre, mais te dominer toi-même. C'est décider que la douleur ne dictera pas tes actions, que tu ne vas pas lui écrire sur un coup de tête, que tu ne vas pas vérifier ses réseaux sociaux, que tu ne vas pas chercher des signes là où il n'y en a plus. Le contrôle émotionnel se construit jour après jour, avec de petites décisions qui semblent insignifiantes, mais qui te rendent ton centre. Chaque fois que tu choisis le silence plutôt que la réaction, tu gagnes. Chaque fois que tu choisis d'avancer plutôt que de te lamenter, tu construis. Beaucoup confondent accepter avec oublier. Mais accepter ne supprime pas, transforme. Le souvenir reste, mais il ne fait plus aussi mal. Parce que tu ne le regardes plus avec le besoin de comprendre, mais avec la maturité de celui qui sait que cela faisait partie de sa croissance. Tu arrêtes de te demander pourquoi et tu commences à penser pourquoi. Et ce simple changement de perspective transforme la perte en but. Le contrôle se manifeste lorsque tu réussis à rester calme, alors que ton esprit